Nous sommes toujours à la REF du MEDEF, REF 2025, rencontre des entrepreneurs de France à Roland-Garros, organisée par le MEDEF. Évidemment, Boursorama, comme chaque année, est partenaire de ce rendez-vous incontournable de la rentrée économique. Votre invité à présent, Christelle Edman, la directrice générale d'Orange. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bon, il faut qu'on parle, comme avec tous nos invités, on a eu Patrick Martin, on a eu Eric Trappier, on a eu Bertrand Dumazy, le patron d'Edenred, le patron de Gatlick. La question, il faut la poser parce que on ne l'a pas vu venir, ce vote, encore une fois, de confiance programmé le 8 septembre à l'Assemblée. François Bayrou qui prend un maximum de risques. On voit bien des marchés financiers qui sont un petit peu nerveux. Ces tensions politiques, ce risque de nouvelle instabilité, voilà, ça vous inquiète ou est-ce qu'il faut enjamber et essayer de voir loin, garder le cap malgré ce bruit qui est un bruit quand même assez fort, hein? On savait que de toute façon, les discussions budgétaires seraient compliquées à l'automne. Voilà, avant l'été, on savait que le décor avait été posé. Effectivement, l'instabilité politique, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, les marchés financiers réagissent fort sur la lecture de la France, à juste titre, parce que évidemment, instabilité, insécurité, c'est pas bon pour l'investissement. Après, quand on dirige une entreprise, j'ai envie de dire, de toute façon, on garde le cap et on fait un peu abstraction de tout ça parce qu'on sait quelles sont nos priorités et donc il faut continuer à avancer. Ça ne change rien sur l'investissement, sur le recrutement, sur l'emploi, sur le business. Nous, on est dans une activité de toute façon qui n'est pas délocalisable. On est local dans notre métier, on est français en France, espagnol en Espagne. Donc de toute façon, notre activité en France, bien sûr, elle n'est pas, si l'environnement économique n'est pas bon, on en pâtit et c'est pas bien, mais on peut rien y faire. Voilà, c'est pas le cas dans d'autres secteurs industriels. Donc on est plutôt voilà, moins exposé au risque de transfert. Les investissements qu'on fait en France, de toute façon, ils sont liés au nombre de clients qu'on a en France, ils sont liés à toutes nos infrastructures. C'est des investissements de long terme. Alors malheureusement, effectivement, c'est pas bon pour toutes les décisions qui peuvent être prises par des entrepreneurs dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'ai envie de dire, ça fait déjà quand même un certain temps qu'on est dans cet environnement. Et c'est vrai que l'image de la France à l'étranger, là, pour le coup, c'est pas bien. Ça, c'est pas. On le voit quand on discute avec d'autres entreprises, d'autres acteurs internationaux. Avec potentiellement un doute sur la fiscalité des entreprises. Patrick Martin me le rappelait, le patron du MEDEF, que le gouvernement s'est engagé à ce que la surtaxe d'IS s'arrête en 2025. Mais voilà, qui dit potentiellement nouveau gouvernement. C'est un sujet, la lisibilité de la fiscalité pour les entreprises? Oui, c'est un sujet, on sait très bien, et malheureusement, voilà, les taxes momentanées ou qui doivent durer une année, certaines ont été pérennisées. Voilà, le débat doit avoir lieu, c'est pas à nous, en tout cas, de le pousser, mais c'est vrai qu'on a besoin de stabilité, on a besoin de transparence, de capacité à se projeter, et c'est vrai qu'on n'est pas dans un environnement qui le permet. Vous avez participé, Christelle Edman, à une table ronde sur la réglementation sur la souveraineté européenne. Le mot d'ordre, si j'ai bien compris, c'est renforcer les acteurs européens, notamment dans les télécoms. Il y a vraiment urgence? Ou c'est un sujet au long cours, structurel, où il y a un momentum vraiment aujourd'hui? Il y a urgence parce que d'abord, on est dans un environnement, et on le voit, l'Europe a beaucoup libéralisé les marchés pour protéger le pouvoir d'achat. On a beaucoup régulé aussi, mais on est aujourd'hui dans un marché des télécoms en Europe qui est très très fragmenté si on se compare à la Chine, à l'Inde ou aux États-Unis. Et on est dans un monde, dans l'écosystème numérique, qui va très très vite, où des acteurs sont des puissances économiques et technologiques mondiales. Et donc dans cet environnement-là, comment l'Europe peut-elle exister ? Comment l'Europe peut-elle continuer à investir et développer une forme de souveraineté? Alors souveraineté ne veut pas dire on ferme les frontières et on ne travaille plus avec les acteurs qui ne seraient pas européens. D'ailleurs, dans certains domaines, c'est impossible. Mais quand on voit les enjeux de sécurité économique, les enjeux de cybersécurité, on voit qu'on a besoin de développer des compétences, qu'on a besoin d'avoir des entreprises qui ont la capacité à investir. Or, effectivement, aujourd'hui, que ce soit le droit de la concurrence, que ce soit les différentes régulations, elles ont été faites plus pour protéger le consommateur et le pouvoir d'achat que la capacité à investir des entreprises. Et on a besoin de rééquilibrer. Bon, et le rapport Draghi, d'ailleurs, a été très très clair dans ce domaine. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été... Mais ça reste un rapport. Et pour le moment, c'est un rapport. Il a malheureusement 1 an. Et donc, il y a des intentions de faire évoluer les choses. Donc, il y a des débats qui ont commencé, il y a des intentions. Mais la vitesse n'est pas là. Comment on favorise les acteurs européens? Est-ce qu'il faut favoriser et comment les acteurs européens du numérique, des télécoms, par rapport aux acteurs étrangers dont certains sont surpuissants?
Il faut pas être naïf. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en Chine, on serait naïf de croire en Europe qu'il faut être dans l'ultralibéralisme sans, à minima, bénéficier de la taille critique du marché européen. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est en fait de bénéficier de la taille critique du marché européen. C'était ça le constat du rapport Draghi. On a un marché de 450 millions de consommateurs. Or, aujourd'hui, dans le numérique et dans les télécoms en particulier, on est en fait sur 27 marchés nationaux et avec des opérateurs qui n'ont pas la taille critique qui sont puissants sur leur marché, qui sont petits. Qui peuvent être puissants sur leur marché, mais pas toujours, puisqu'on a dans certains marchés européens 4, 5, 6 opérateurs, là où vous en avez 3 aux États-Unis, 3 en Chine. Et les plus gros opérateurs européens, à quelle taille par rapport aux opérateurs américains ou chinois? Orange est le deuxième opérateur européen. Ouais. On est numéro 1 en France, on est numéro 1 en Espagne. Mais au fond, la façon de mesurer la taille d'un opérateur, c'est d'abord sa taille dans ses marchés nationaux. Et de se dire qu'on est numéro 2 en Europe n'a pas d'impact direct. On est dans un marché de taille critique. La capacité à investir dans l'IA, la capacité à investir dans les infrastructures cloud, la capacité à investir dans les réseaux mobiles 5G, elle est directement liée à la taille critique, au nombre d'abonnés qu'on peut avoir sur nos réseaux, à la capacité à mutualiser les réseaux. Et c'est vrai qu'on est arrivé aux limites du modèle qui a été poussé dans les 20 dernières années en Europe. On croyait la guerre commerciale non pas terminée, mais en tout cas potentiellement mise sur pause avec cet accord entre l'Union européenne et les Américains à 15%. Et on a le président américain Trump qui, là, il y a quelques heures, a menacé de représailles, notamment de droits de douane, les pays dont les taxes discriminent la tech américaine. Il n'a pas cité l'Europe, on a compris que potentiellement on était visé. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce que l'Europe a le droit de réguler, a le droit de réglementer son marché européen sur le numérique et les télécoms, quoi. Ça montre qu'on est dans un monde de rapports de force et que dans les rapports de force, il faut avoir des acteurs forts, il faut avoir une capacité à résister. Et dans un monde de rapports de force, si on n'a pas de capacité effectivement à taper du poing sur la table et à dire si on me menace de ça, moi je menace de ça, à la fin on ne peut pas avoir de dialogue. Et c'est là où on est arrivé aux limites du modèle actuel. Et où on a une Europe qui, par nature, n'a pas en plus de voix unique. Donc c'est compliqué de négocier quand on est en fait un porte-parole, mais pas forcément aligné derrière. Et on l'a vu malheureusement dans les dernières négociations. Comment vous jugez d'ailleurs cet accord qui ne vous concerne pas, en tout cas pas directement? Comment vous l'avez jugé quand vous avez dit on a 15%, finalement on s'en sort bien, on n'a pas eu les 30%, malgré tout on s'est fait tordre le bras et le nez? Vous dites quoi? D'abord, c'est toujours plus facile de commenter que d'être dans l'action, mais c'est vrai que trouver un accord, c'est important parce qu'il y a beaucoup de secteurs économiques pour lesquels la menace de tarifs aux frontières, c'est des pans entiers d'activité qui peuvent être totalement mis à plat. Et en même temps, on voit bien qu'on n'a pas forcément mis en place le rapport de force nécessaire. En tout cas, voilà. Mais une fois de plus, c'est plus facile de commenter que d'être dans l'action. Évidemment. À propos, Christelle Edman, de ce marché européen des télécoms qui est trop fragmenté, et de ce nombre important de réglementations en Europe. Comment on fait concrètement pour alléger la réglementation du secteur? Qu'est-ce que vous attendez comme mesure? C'est du ressort de la Commission. Il y a une nouvelle Commission. Elle est open là-dessus. Elle dit quoi? Alors on a d'ailleurs, c'est pas que Orange qui parle, on est un certain nombre de grandes entreprises des télécoms et d'entreprises des télécoms à avoir écrit et avoir détaillé un menu de travail pour la Commission. Alors il y a une volonté, se prépare un Digital Network Act au niveau de la Commission. Malheureusement, c'est la vitesse qui va pas assez vite. Il y a beaucoup d'enjeux autour de l'allocation du spectre, puisqu'on est dans des métiers où aujourd'hui le spectre, alors ça peut être du spectre utilisé pour nos réseaux mobiles ou pour les réseaux satellites, d'avoir des règles qui soient plus harmonisées au niveau européen. Il y a beaucoup d'enjeux autour de tout ce qui est les données privées, la protection des données. On a le RGPD, tout le monde le connaît, ça fonctionne bien, mais dans les télécoms, il y a d'autres règles qui existent et qui viennent en fait rajouter de la complexité par rapport à la RGPD. Donc il y a des enjeux de simplification par rapport à ça. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à la régulation des télécoms, en particulier dans un monde de fibres, là où on a aujourd'hui des régulations qui ont été construites pour des réseaux cuivre qui s'ouvraient à la concurrence ou pour des réseaux mobiles dans lesquels il n'y avait pas forcément la concurrence des satellites, la multiplication des types d'offres. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui consistent à moderniser la régulation et la simplifier. Et force est de constater, puisqu'on opère dans beaucoup de pays d'Europe, que la France a parfois rajouté beaucoup de régulations et voire des agences de régulation qui sont multiples, là où dans d'autres pays, que peut faire la nouvelle commission là-dessus? Quel est le discours
de cette nouvelle Commission européenne sur ces sujets-là? Alors le discours, il est quelque part de mettre en œuvre des recommandations qui sont dans le rapport Draghi. C'est bien donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le rapport Draghi, il y avait eu le rapport d'Enrico Letta avant, et puis il y avait eu un livre blanc aussi de Thierry Breton, donc ça fait quand même un certain nombre de mois et d'années que les recommandations sont sur la table. Il y a des enjeux qui ne sont pas simples, puisqu'au fond, on parle de l'Europe, mais parfois, c'est des sujets qui sont nationaux. Et donc, est-ce que les États membres vont confier à l'Europe certains éléments? C'est pas évident. Et puis, on a des réalités de marché qui sont très, très différentes. Vous prenez la France et l'Allemagne. Le déploiement de la fibre en France, on est à quasiment 94% des foyers qui sont raccordables à la fibre. L'Allemagne arrive à peine à 50%. Donc les réalités de marché font que c'est pas forcément, on n'a pas la même lecture d'un pays à un autre sur ces enjeux de régulation. Christelle Edman, justement parmi ceux en France qui n'ont pas la fibre, Starlink propose une solution depuis cet été en cassant un peu les prix pour séduire ce qu'on appelle les oubliés de la fibre avec une offre à moins de 30 € par mois pour du haut débit, très haut débit. Est-ce que c'est une offre qui est compétitive pour les 5, 6, 10% des Français qui n'ont pas la fibre? Et est-ce que, double question, Starlink est une menace ou pas pour les acteurs télécoms historiques? Alors d'abord, nous on part du principe que effectivement l'accès au haut débit c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. On peut se féliciter en France d'avoir plus de 94% des foyers raccordables à la fibre. La France est le pays le plus fibré d'Europe et avec le prix des services et des abonnements les plus bas d'Europe. Donc c'est quand même dans ce contexte assez où on parle beaucoup de compétitivité de la France, on peut se féliciter qu'en tout cas les télécoms fassent. Pourquoi ils se lancent Starlink? Maintenant, parce que Starlink il s'est d'abord lancé pour le marché américain et pour des marchés sur lesquels les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Maintenant, on est nous convaincus chez Orange qu'en fait, de toute façon, pour permettre à 100% des Français d'être raccordés au très haut débit, la fibre n'est pas la seule solution et ne pourra jamais, parce qu'il y aura toujours des endroits sur lesquels c'est pas du tout économique ou c'est parfois pas possible d'aller amener la fibre. Et dans ce cas-là, il faut des solutions qui peuvent être des solutions mobiles. On a lancé des nouvelles offres, des box 5G, on a des box 4G depuis un moment. Et puis des solutions satellites, on a une solution Orange Satellite qu'on propose depuis des années. Maintenant, Orange Satellite, c'est effectivement la souveraineté européenne puisqu'on travaille sur des satellites d'Eutelsat. Starlink, c'est un acteur qui a quelque part investi des milliards, qui révolutionne l'expérience client aussi dans le satellite. Donc évidemment, de ce point de vue-là, c'est de l'innovation. On est dans un monde d'innovation ouverte. Maintenant, est-ce que le satellite va remplacer et est-ce que pour le prix de l'offre Starlink, vous allez avoir le débit que vous pouvez avoir avec une box 5G ou de la fibre? Jamais. Réponse, ouais. Parce que la réponse, elle est dans le débit physique que les satellites peuvent apporter. Donc si vous êtes tout seul en race campagne avec une solution Starlink, ça peut marcher. Mais ça marche aussi avec les solutions Orange Satellite. Si vous êtes dans des zones qui sont un peu plus denses ou alors si tous vos voisins à la campagne prennent la même solution, si vous vous connectez tous en même temps, vous n'aurez pas le meilleur débit. Et donc dans ces cas-là, le satellite est une bonne solution temporaire le temps que la fibre arrive. Donc c'est pas une menace. En tout cas pour France. Non, pour nous, on ne considère pas ça comme une menace, on considère vraiment le satellite comme une solution complémentaire parce qu'une fois de plus, il est légitime de penser que 100% des gens veulent avoir accès au très haut débit. Christelle Edman, le tribunal des affaires économiques de Paris a validé, c'était début août, la réduction de la dette d'Altis France à 15 milliards au lieu de 24 milliards. Est-ce que cette décision, pour beaucoup en tout cas, cette décision ouvre la voie à une possible cession de SFR par morceaux? Question toute simple, est-ce que vous êtes intéressé? On a évidemment déjà été interrogé sur ce sujet. D'abord, c'était avant la réduction de la dette Non, mais d'abord, le sujet de la réduction de la dette, d'abord, c'est le sujet d'Altis. C'est-à-dire que quand une entreprise a un coût de la dette qui est tel que ça ne lui permet plus d'investir, et puis il y avait un mur de la dette, donc ça, c'est évidemment une décision qui était indispensable et qui a mis de longs mois à arriver. Maintenant, effectivement, on est dans un marché des télécoms en France, c'est notre premier marché, la France. Quand on sait qu'effectivement, il y a des velléités, en tout cas, d'un acteur de changer sa structure capitalistique, on est évidemment intéressé, à l'écoute, et on se doit de regarder. Bon, sachant que l'autorité de la concurrence, si j'ai bien compris, pourrait bloquer certains acteurs en cas de rachat des SFR parce qu'il y a des positions qui sont déjà très fortes. C'est 26 millions de clients, c'est ça Alors SFR, effectivement, c'est des clients fixes, c'est des clients mobiles, oui. C'est des clients particuliers, c'est des clients entreprises. De toute façon, les autorités de la concurrence, elles joueront leur rôle. Elles auront évidemment leur avis sur la question. Tout n'est pas du tout écrit, et donc il y a d'abord un propriétaire d'Altis, des clients d'Altis, mais effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir d'Altis. Ça discute ou pas avec Free et Bouygues sur un possible partage des actifs de SFR? Est-ce qu'une offre conjointe est possible? Est-ce que ça discute dans la coulisse?
Nous, on l'a dit, on a eu des discussions préliminaires. Donc, je ne vais pas vous dire que ça ne discute pas ou que ça n'a pas discuté. Maintenant, on est très très loin d'avoir voilà, un schéma d'accord. Et puis évidemment, voilà. Donc voilà, il y a eu des discussions préliminaires, mais rien n'est fait. Bon, sachant que vous plaidez, vous, pour un marché télécom à 3 acteurs, on comprend l'intérêt pour les acteurs télécoms, pour les particuliers, pour les consommateurs. En quoi c'est une bonne nouvelle? Ce serait une bonne nouvelle? D'abord, on est dans un marché des télécoms dans lequel il n'y a plus de croissance en volume de clients, puisque tout le monde est déjà équipé. On parle de la fibre, on parle effectivement des abonnements mobiles. On est dans un marché dans lequel on voit bien que les jeunes, on va plutôt équiper plus tard nos enfants de téléphones portables, et que donc on est dans une démographie sur laquelle il y a moins de naissances. Donc de toute façon, le marché n'est plus dans les rythmes de croissance qu'on a pu connaître dans les 15 dernières années. Et dans un marché dans lequel il n'y a plus beaucoup de croissance en volume, il y a encore de la croissance en valeur, bien sûr, 3 acteurs, c'est déjà beaucoup de concurrence. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays du monde. Et donc, on est convaincu. Et puis, l'enjeu, c'est la capacité à investir dans les réseaux, puisqu'évidemment, on opère des infrastructures qui sont critiques. Et on voit bien que les événements extrêmes, que ce soit les incendies qu'on a connus cet été, que ce soit les tempêtes, que ce soit, on peut prendre Mayotte, on peut prendre la Bretagne, on peut prendre l'Aude, dans ces cas-là, on voit bien l'importance de capacité à investir, maintenir nos réseaux. Mais donc ça veut dire des forfaits potentiellement plus chers si on passe de 4 opérateurs à 3 opérateurs? Pas du tout, parce que d'abord, il y a une multiplicité d'offres aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a effectivement les prix les plus bas d'Europe. Mais il faut le rappeler, en France, on a les prix les plus bas d'Europe en matière de fibre, de téléphonie mobile. Mais alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde achète les forfaits les plus bas d'Europe, puisqu'en fait, c'est une logique d'offres. Et nous, on a toute une palette d'offres pour nos clients. Et on veut que les personnes qui veulent avoir le prix du forfait le plus bas, etc., puissent bénéficier du réseau Orange. Et puis, évidemment, il y a après des pros qui peuvent avoir d'autres besoins. Mais on est dans un métier de taille critique. Donc, en fait, quand on met plus de clients sur un même réseau, il y a un sujet d'efficacité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque d'augmentation des prix, puisqu'on ne va pas avoir besoin d'augmenter la taille de notre réseau pour accueillir des nouveaux clients. Par contre, on investit en permanence dans nos réseaux, parce qu'il y a toujours plus de trafic. En fait, les consommateurs uniques, en tant que client, vous consommez toujours plus de gigabits sur votre portable. Et pourtant, les forfaits, eux, ne sont plus facturés, comme on l'a connu, au prix du SMS ou au prix à la minute. Ça paraît loin. Et donc, on a beaucoup évolué dans ce sens-là. Et donc, c'est dans ce monde-là où on a besoin d'opérateurs télécoms qui ont la capacité à investir pour tenir les augmentations de trafic. On parle beaucoup d'IA, on parle de cybersécurité. Tout ça, c'est des coûts colossaux d'investissement dans les réseaux. Et ça nécessite cette capacité d'investissement dans un marché dans lequel il n'y a plus de croissance. Si effectivement on est en permanence dans une guerre de prix à aller chercher le dernier client sans avoir la capacité à se projeter et à investir, on a un problème. Or, on voit qu'aujourd'hui, quand on est numéro 1, comme on est nous Orange, on a une capacité à investir beaucoup plus forte, évidemment, que quand on est numéro 3 ou numéro 4 dans un marché. Et on le voit puisqu'on est parfois opérateur numéro 3 dans certains marchés en Europe. À horizon 12-18 mois, il n'y aura plus en France que 3 opérateurs. Vous avez la conviction? Alors, je pense qu'on s'oriente vers des marchés où, au final, il n'y aura plus que 3 opérateurs dans tous les pays d'Europe. On en est loin. D'abord, c'est des discussions qui prennent du temps. Ensuite, c'est des procédés qui, d'un point de vue, faut se mettre d'accord. Ensuite, il y a des règles de concurrence qui prennent du temps. On a fusionné en Espagne, Orange et MásMóvil, pour créer MásOrange. C'est 24 mois entre le moment où on a signé, donc on s'était mis d'accord, et le moment où on a fait le closing. Rien que ça, c'est 24 mois. Et on est maintenant dans la mise en œuvre des synergies au bénéfice des Espagnols. Donc on voit que c'est des sujets de temps long. Et puis derrière, c'est de la migration d'IT, c'est de la migration de clients, c'est de la migration de réseaux. Donc c'est des sujets qui sont très industriels et très complexes. On finit là-dessus. Quels sont les pays qui sont prioritaires pour Orange, en dehors de ceux où vous êtes déjà 1 ou 2? Nous, on est européens et africains, donc on investit beaucoup sur le continent africain, dans lequel il y a une croissance organique qui n'est pas la même que celle qu'on a en Europe. Et ensuite, dans tous nos pays en Europe, la France et l'Espagne, c'est nos 2 premiers pays, donc c'est évidemment les pays les plus importants. Mais on est en Belgique, on est en Pologne, on est en Roumanie. Et dans tous nos pays, en fait, on vise à avoir cette taille critique d'être l'opérateur numéro 1. Allez, merci pour cet entretien. Merci Christelle Edman, donc directrice générale d'Orange, entretien enregistré à la REF du MEDEF à Roland-Garros. Merci à vous. Merci.